le plaisir c'est oublié. Et le plaisir de la réception. Plaisir à entendre, madame. Là, vous n'êtes pas Jean, mais vous l'avez compris. Il fallait s'y entendre, il fallait s'y entendre. Je parlais tout à l'heure du plaisir de la réception parce qu'il me semble être problématique. Parce que je disais tout à l'heure, la question est appréciée après aussi, que entre le texte et la réception, il n'y a pas de filtre. C'est le contact direct, autrement dit, c'est une contestation directe qui peut aboutir même à des crimes intellectuels. On l'a vécu au Sénégal. Et on continue un peu de les vivre. Et quand on le dit, on pense également au professeur Omar Sanké, toujours. Parce que la critique littéraire ne nous a pas permis à filtrer le message de l'auteur pour qu'il soit dissoluble à la réception. Je pense que les écrivains ont cette peur de savoir, mais qu'est-ce que ma réception veut ou faire? Le Sénégal de la vulgarité ne le veut pas dans l'écriture, mais quelle hypocrisie au fait, je ne comprends pas. C'est comme regarder les séries de novellas qui s'embrassent, tout le monde est là, on adore, et que quand ils veulent prendre deux auteurs qui ne s'embrassent pas, les cultures ne sont pas les mêmes, mais qui sont proches, il y a un tollé. Moi je ne comprends pas, ce qui est permis, ce qui est interdit. Quel est le plaisir de la réception? Vos écrivains, Papa Moussa, c'est quoi? Voilà, merci beaucoup. Je crois que c'est heureux de recevoir Madame Sokhna Benga parmi nous. Comme l'a signalé tout à l'heure Madame Awa Bokar, nous étions un peu seuls quand même dans ici, et je pense que son intervention a été aussi d'une poéticité extraordinaire. On a parlé, avant d'en venir à la réception, on a parlé surtout en tout cas, si l'on s'appuie sur les différentes interventions qui viennent d'être faites, on peut en tirer une petite conclusion pour se faire une idée de ce qui fait la beauté du texte et qui nous permet de parvenir au texte de jouissance dont je parlais tout à l'heure, une expression trop lombarde. Et je pense que ce qui nous permet d'arriver à cette beauté, c'est d'abord cette transgression, cette audace. On en a parlé sur le plan thématique, mais cela existe aussi sur le plan esthétique. Vous avez évoqué tout à l'heure notamment les productions de la littérature négro-africaine. Quand on regarde par exemple le langage de Ahmadou Kourouma dans Allah n'est pas obligé, mais on voit toute une série d'insultes dans le roman Nyamakode, bâtard de bâtardise, et ainsi de suite. Donc tout, ça veut dire qu'on a là une forme d'esthétique de la révolte. Et cela crée le beau, cela déconcerte le lecteur, mais en même temps, c'est ça qui fait que le texte parvient à une certaine forme de beauté. Autre chose, et je pense que c'est Mme Sokhna Benga qui vient de l'évoquer, c'est l'importance de l'image. Hier seulement, j'animais un atelier d'écriture avec de jeunes artistes poètes, et je leur disais que ce qui fait la beauté d'un texte, mais ce n'est pas la rime, parce que j'ai remarqué que leurs poèmes, c'était des textes qui s'étaient tellement focalisés sur la rime que finalement, leur texte avait perdu toute sa profondeur, toute sa beauté, finalement. Or, il y a Paul Verlaine, justement, et ça les professeurs de français l'enseignent, il y a Paul Verlaine qui dit justement que la rime, c'est un bijou d'un sou. C'est-à-dire que ça ne vaut rien. C'est pas la rime qui fait la beauté du poème, mais c'est l'image. Et l'image, c'est quoi? C'est cette capacité-là à marier les mots. Ce sont ces figures de style-là qu'on parvient à utiliser à bon escient, mais c'est surtout le mot juste, pour reprendre ma rééducation. Comment? Donc, à partir de ce moment-là, si on parvient à associer transgression et image, je pense qu'on peut parvenir justement à un texte qui soit un texte de jouissance. Ça, c'est une première chose. La deuxième, et je pense que ça concerne la réception. Baudelaire a parlé d'hypocrisie du lecteur.
Bien entendu, Baudelaire considère le lecteur comme hypocrite, mais si tel est le cas, c'est parce que mais si un livre est rejeté, s'il est victime d'une certaine critique acerbe, etc., ou bien s'il est déconsidéré, mais c'est à cause du lecteur. Si un livre n'est pas compris de son époque, c'est la faute à qui? C'est pas la faute à l'auteur, c'est la faute surtout au lecteur. Et cela me permet de parvenir à la réception. Parce que il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. D'abord, c'est le contexte. Il y a certaines œuvres qui ont été rejetées au moment de leur parution, qui ont été critiquées comme mauvaises, comme des œuvres imparfaites, gauches, mal écrites, etc. Mais quand la postérité évolue, elle a réhabilité ces œuvres. On va donner l'exemple de l'éducation sentimentale de Flaubert, par exemple. Flaubert lui-même en était affecté. Il y a certaines de ses correspondances où il dit que, je ne sais pas à qui il adresse encore les lettres, mais où il dit que, regardez, est-ce que vous avez lu les journaux? Vous avez vu comment les gens parlent de vos livres, ils disent que c'est un mauvais livre, etc. Donc lui-même était affecté par cela. Mais aujourd'hui, la façon dont l'éducation sentimentale est perçue, mais c'est différente de cette époque-là. C'est pareil également pour Marcel Proust. Donc, le contexte est à prendre en compte. Et cela me permet aussi de parler un peu de Sankaré que vous avez évoqué, parce que dans mon premier livre, heureusement, il m'a laissé une note que je considère toujours comme un grand trophée. Parce qu'il m'a dit, en tout cas dans cette note-là, je ne retiens pas les mots exactement, mais en tout cas il a dit quelque chose comme j'ai beaucoup apprécié les sonnets avec les 2 quatrains et les 2 tercets. J'ai beaucoup apprécié vos alexandrins, vous êtes un grand poète, voilà, quelque chose comme ça. Et Omar Sankaré, justement, c'est quelqu'un pour moi qui n'était pas compris. Nous, on avait l'habitude, quand on était à l'université Cheikh Anta Diop, d'aller le voir chez lui avec Flaubert, Pape Bouna Faye, et à chaque fois, on le trouvait avec un livre. À chaque fois. Il y a même un samedi où il m'a dit, comme ça, tu as vu, aujourd'hui c'est samedi, je suis là avec mes livres, pendant que les vieux de Dakar sont dans les boîtes de livres. Donc, c'est quelqu'un en tout cas qui était très sage à mon niveau, qui était commando, quoi, et qui était surtout très amoureux du savoir. Et c'est très regrettable en tout cas que le lectorat sénégalais ait parlé de son œuvre sans l'avoir lu. C'est ça le drame. Je me souviens toujours de cette émission de Tunkara où quelqu'un parlait d'une manière très très certaine de l'œuvre de Omar Sankaré. Et quand le journaliste lui a posé la question de savoir est-ce que tu as lu le livre, il a dit non. Mais ça, c'est scandaleux. Et c'est justement cela le problème de l'hypocrite lecteur. Et parlant de l'activité de lecture, justement, pour en arriver à la réception, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une activité individuelle. Pour lire, il faut s'isoler, on fait des lectures silencieuses, etc. Mais cela n'a pas été toujours comme ça. Au Moyen-Âge, par exemple, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens instruits, on lisait par groupe. La lecture se faisait toujours à haute voix. Quelqu'un qui lit à haute voix, les autres écoutent. Dans l'œuvre de Saint-Augustin, d'ailleurs, Saint-Augustin lui-même s'étonne de remarquer, lors d'un de ses voyages, un évêque italien qui lit en silence. Il disait que je l'ai vu faire une lecture silencieuse, j'ai l'impression qu'il lisait avec le cœur. Et là, progressivement, avec l'invention de l'imprimerie, etc., la lecture est parvenue à être une activité individuelle ou qui nécessite isolement, etc. Et cela crée un certain rapport entre nous, lecteurs, et le texte. Et lorsque nous, lecteurs, nous arrivons au texte, et c'est là qu'intervient Hans Robert Jauss, qui a écrit pour une esthétique de la réception, lorsque nous, lecteurs, nous intervenons, nous arrivons au texte, nous arrivons avec nos préjugés, notre culture, notre croyance, ce que nous concevons comme beau. Et nous attendons à ce que le texte nous dise cela. Et justement, c'est là que la question de la réception vraiment se pose. Et cela nous permet d'analyser justement le rapport que le lecteur
nous, au texte, mais aussi quel texte finalement est beau, quel texte ne l'est pas. C'est toujours des points d'interrogation qu'on continuera de mettre, parce que le texte qui est aujourd'hui considéré comme mauvais peut être perçu peut-être dans 20 ans comme étant un excellent texte. Oui, il y a beaucoup d'auteurs qui ont été réhabilités. De devoir de violence. Il y a beaucoup de violence. Exactement. On va ouvrir la parole au public avant de venir un peu à la théorie de la réception. Est-ce qu'il y a des questions, contributions venant du public par rapport à ce panel pour ouvrir le débat? Oui, ici. Bonjour. Voilà, moi je m'appelle Marine Tandé. Je suis là grâce à Madame Awa Bokari, que j'ai connue depuis très longtemps quand même. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être là et de découvrir l'association des écrivains du Sénégal, éditeurs plutôt du Sénégal, et aussi des écrivains que j'ai rencontrés ici. Merci Madame Becker, j'ai vraiment adoré. J'ai eu le plaisir de vous écouter tout à l'heure quand vous avez prononcé ce poème-là. C'est ça, je disais à l'avocat, Dr. Lee, que ça c'est du plaisir. Pourquoi? Parce que j'ai écouté le voisin de Abdoulaye. Excusez-moi, je vais parler. Et qui a annoncé, qui a fait référence à beaucoup d'écrivains occidentaux. Et que vous avez cité, vous avez rappelé beaucoup de citations des écrivains occidentaux. Et pourtant, derrière vous, je crois que il y a beaucoup de. Il n'y a que des écrivains sénégalais qui ont quand même écrit des livres dans lesquels il y a du plaisir au sens réel du mot. Je pense pas, je parle pas de l'autre côté du plaisir, mais je parle du plaisir de lire et déjà du plaisir d'écrire. Parce que moi je suis essayiste, la plume citoyenne, et je sais ce que c'est d'écrire. C'est douloureux, mais c'est à la fois un plaisir. C'est douloureux quand on a une idée et qu'on veut sortir cette idée et partager avec le lecteur. C'est un plaisir. Mais le fait de sortir ces mots et de les mettre sur le papier, c'est douloureux. Pour quelqu'un qui sait écrire, c'est très très douloureux. Et pour rejoindre Mme Benga, moi aussi je suis tombée dans l'écriture avec l'adolescence et tout. Et j'ai considéré les livres comme mes amis. Quand je dis amis, les livres étaient mes amis, avec lesquels je me levais, avec lesquels je me couchais. Et je me rappelle, je pouvais être écrivain aussi, mais j'avais une peur de dévoiler, de sortir ce que j'ai en moi. J'avais cette peur-là, je ne sais pas pourquoi. Dès que je commençais à écrire quelque chose, je le mettais dans mes blocs-notes, mais j'avais peur de le sortir. Et c'est à partir de 2014 que j'ai commencé à écrire et à partager avec le public. Et c'était un poème que j'avais dédié à Nelson Mandela. Et c'était exactement à 3h du matin. En ce moment-là, les robinets fermés. Et je me suis levée pour écrire, pour rendre hommage à Nelson Mandela. Donc, pour revenir sur le plaisir. Bon, je l'ai ici, mais je ne l'ai pas. C'est Good Job Madiba. Good Job Madiba. En fait, Mais une question de temps. Voilà, c'est ça. C'est Good Job Madiba parce que je disais qu'en fait, s'il était sur son lit d'hôpital malade, c'est pas anodin parce qu'il a donné sa vie à l'humanité. Et cette maladie qu'il a eue, c'est-à-dire qu'il a eu cette maladie parce qu'il a passé 27 ans en prison en cassant des pierres. Et ces pierres-là se sont réduites en poussière. Et ces poussières-là se sont venues incruster
dans sa poitrine et qu'il en a payé le prix ce soir parce qu'il est couché dans son lit d'hôpital. Donc c'est un long point. Exactement. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, pour le plaisir. Donc vous étiez sur le fil de la souveraineté. La question à Apollinaire, oui. Voilà, oui, voilà, c'est ça. La souveraineté. Oui. Je voudrais vous dire que pour qu'on parle de la souveraineté exactement, je pense qu'on doit rester sur nos références. Et nous les avons tous. Ils sont là. Au lieu d'aller citer les citations des Européens, moi je les connais, de nom, mais je ne les pratique pas. Je préfère pratiquer mon cher Amadou Bamba Baké, qui est un grand poète. Je préfère écouter la dame que je viens de découvrir, qui m'a donné du plaisir, parce qu'en quelques mots, elle a dit des choses qui m'ont fait vraiment plaisir. Je préfère écouter Dr Awa qui parle de Cheikh Anta, parce que là, je me retrouve. C'est mon identité. Mais si on parle de Baudelaire, de je ne sais pas quoi, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Un peu d'esprit. Non, on prend un lot de 5. On répond. Ensuite, on continue. Une liste fait 15 personnes, monsieur. Il a déjà le micro. Voilà. On ouvre un lot de 5. Ok. Donc, est-ce que la question, il faut la retenir, c'est-à-dire la souveraineté, est-ce qu'il faut tout simplement citer Baudelaire, oublier, etc. Est-ce que la souveraineté pose des frontières? Oui. Des interventions courtes, pas comme le modérateur. Alors, bonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir de partager donc ces beaux moments de réflexion. C'est dans l'ancien Mingo. Je suis professeur de lettres et je suis aussi très passionné des lettres. C'est ce qui justifie aujourd'hui ma présence parmi vous. Et je puis donc aussi, par la même occasion, dire que je suis dans un projet de texte. Et donc, ce projet de texte aussi a des références à, si vous voulez, une certaine inspiration. Et après avoir terminé la lecture d'Ombre et d'écho de mon frère Moussa Sy, je me suis dit, à l'image de la dame de tout à l'heure, qu'il n'est plus question que j'écris pour moi-même. Oui, que je devrais véritablement partager mes ressentis avec un public. Et ce sera bien sûr pour bientôt. Et je ne me taillerai pas aussi, je vais faire une petite digression, je ne me taillerai pas aussi d'être l'avocat donc, de mon frère Sow, Baudelaire. Parce que nous sommes tous, autant que nous sommes inspirés. Par qui? Un grand point d'interrogation à ce niveau. Donc, on peut être inspiré par des auteurs étrangers, comme on peut être inspiré par des auteurs, bien sûr, à l'échelle locale. Tous les grands hommes de lettres ont été quelque part sous le charme et quelque part séduits par de grands auteurs. Et M. Sow, ne soyez pas, bien sûr, connaissant, dépassé. Pourquoi? Parce que nous pouvons dire à juste titre que la littérature sénégalaise, la littérature africaine, la littérature négro-africaine de manière générale, est entrée tardivement dans la danse littéraire. Ce qui justifie donc que certains ont été bercés depuis donc très longtemps par des auteurs qui, bien sûr, sont des auteurs occidentaux. Je ne me donnerai pas le plaisir, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, d'être l'avocat de M. Sow, mais c'est juste une manière de dire que nous sommes tous un peu, si vous voulez, sous l'inspiration de quelques auteurs que ce soit des auteurs à l'échelle locale, que ce soit aussi des auteurs à l'échelle, si vous voulez, extérieure. Voilà donc. Merci beaucoup. Passe
une petite contribution, aussi modeste qu'elle puisse être, de ma part. Et je lance aussi un appel à tous les professeurs. Ça, c'est un cri de cœur que j'ai partagé avec Pape Moussassi, que j'ai partagé avec Farangay. Il faut que nous, les professeurs de lettres, fassions la promotion de ces grands hommes de lettres que nous avons d'être. Quand je parle avec mes élèves de la malédiction de Rabi, quand je parle de mes élèves des mélopées divines, quand je parle de mes élèves, si vous voulez, il pleut sur Dakar des têtes révoltées, j'en sors avec un cœur terrible. Pourquoi? Parce que je me dis, aujourd'hui, la question de la souveraineté posée ici, et qui fait l'objet d'une grande problématique, ne peut être résolue que par les professeurs de lettres que nous sommes, qui devons donc faire la promotion du consommé local, comme j'aime donc le dire, mais sous langue donc littéraire. Et je terminerai par dire, à la suite, si vous voulez, de Liliane Kesselot, que la littérature est l'expression d'une société. Au-delà donc d'une société, d'une culture. Et aujourd'hui, nous devons donc nous estimer heureux parce que nous avons de très grands auteurs à l'échelle locale. Permettez-nous simplement, vous les éditeurs, d'être vus et entendus. Décentralisez vos actions. Allez dans les profondeurs du Sénégal. Interrogez les gens. Amenez les élèves, amenez les acteurs littéraires à adhérer dans ce projet donc, de la souveraineté, si vous voulez, littéraire. Il y va de notre intérêt, il y va de la vitalité donc, de notre littérature. Et je suis très content aujourd'hui, bien sûr, d'évoquer des auteurs que nous connaissons, des auteurs donc, du Sénégal avec donc, nos élèves. La fuite du temps, que nous illustrons le plus souvent avec, si vous voulez, le lac de Lamartine. Je l'ai fait avec Ainsi va la vie de Pape Moussassi dans Nombre et Déco. Et les élèves ont apprécié. C'est un effort. Et j'appelle, bien sûr, tout un chacun à faire un peu, si vous voulez, d'efforts allant dans le sens de la vulgarisation de cette jeune, riche, dynamique littérature que nous avons ici au Sénégal. Je vous remercie. Tout vrai, avec l'exception, il y a des idées choses pour assister à cette rentrée littéraire. C'est pourquoi Aurélie Bonian, c'est une passionnée parce que c'est un ancien, c'était aussi ces gens-là qui ont acquis avec ce genre de grands passionnés. Ah, il y a un professeur Luis, le poète. Oui, allez, 30 secondes. Moi, je dois exprimer ma joie. Moi, je dis que vraiment, nous sommes au-delà du troisième âge, 71 ans, mais c'est crème, ça c'est la crème. Cette jeunesse-là, nous pouvons même mourir demain, mais nous sommes assurés que c'est la compétence qui est là également à la prise de conscience de cette nécessité de souverainisme. Et ce n'est pas la politique. Mais le souverainisme, c'est quoi? C'est la culture que nous devons intégrer. Notre spiritualité que nous devons intégrer. Et si nous l'intégrons, nous battons les blancs, nous sommes toujours au-dessus. Alors, je dis que moi, le plaisir, ça existe à un âge très jeune. Hein. Déjà à 15 ans, j'avais écrit dans ma chambre des citations, n'est-ce pas? John Chris Galbraith, si les hommes sont affamés, mal vêtus, sans logis ou après avoir la maladie, rien n'importe autant que d'amener une condition. Dans une société misérable, l'économie n'est pas toute la vie, mais elle est pratiquement l'essentiel. Vous savez, c'est tellement beau. Et papa reste nous bombarder de citations. Tous les hommes sont nés libres et égaux, en droit, comme égaux en labeur. Dans les rapports avec ses semblants, l'homme doit être patient, tolérant, dévoué, généreux. Mais chef, Mohamed, ça c'est le plaisir du texte. Autant mon père m'a influencé, autant ton père m'a influencé. Ces jeunes-là, c'est un héritage. Ah non, c'est un héritage. Parce que son père, c'est l'un des plus savants et les plus modestes de ce pays, mais qui vit de façon anonyme. On l'appelle Cheikh Diansao. Et voilà, je suis tellement content que je t'offre une œuvre qui ne donne pas du plaisir, qui va faire mal au cœur. Parce qu'on a violé des enfants, on a violé des folles,
on a volé, violé les cadavres dans cette œuvre-là. Est-ce que vous voyez? Donc, autant qu'il y a du plaisir, autant il y a mais la douleur. Une folle qui raconte comment on l'a violé. Ça y est là. Une fête qu'on a étranglée par viol. Donc quand vous dites ça, moi je dis que ce n'est pas de la douce poésie, c'est de la poésie douloureuse. Et ce livre-là, c'est tous contre le viol. Est-ce que vous voyez? Alors maintenant, toute la petite chose que je vais dire, en petite seconde, c'est que quand on dit Madame, tu es le poil de ma narine, tout ce qui te touche me fait fondre en larmes. Mais c'est bon, c'est pas bon. Madame, yaay sama karawu bakkan lu la laal samay kër jooy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un grand patient. Ici, oui, il faut se rapprocher un peu. Ah oui, c'était une épouse. Bonsoir tout le monde. Je voudrais remercier l'assistance. Un peu de tension, y aller. Allez. Donc je disais que je voudrais remercier l'assistance. Ensuite, ces deux brillants panélistes sur la table d'honneur. Et je vais poser une question qui peut être une contribution, mais moi je trouve que c'est une question. Parce que quand j'ai entendu, d'abord je m'appelle Nancy Anne-Marie Rita Diouf, je suis poétesse et écrivaine, mais avant j'ai été éducatrice préscolaire. Et j'ai eu un prix d'excellence en 1999, j'étais jeune avec Faoué Sénégal. Et en 2000, j'ai écrit mon premier recueil de poèmes qui s'appelle Chanson du cœur. Et ensuite, en 2017, j'ai sorti Poésie en circulation avec Harmattan Sénégal. C'est pour vous dire combien ces gens-là m'ont incité à écrire l'organisation Faoué Sénégal. Je les remercie. Et quand j'ai entendu tout à l'heure parler de la jouissance auditive et la jouissance intellectuelle, vous avez parlé de musique. Je suis musicienne aussi. Alors, moi, ça me fait penser à l'avant-texte, la jouissance du texte. Avant la jouissance du texte, j'ai pensé à l'inspiration. C'est ça ma question. L'inspiration, est-ce un don? Est-ce un apprentissage? Est-ce une expérience ou une intelligence? Et moi, pour mon exemple, quand j'ai lu beaucoup d'auteurs et je suis sortie de l'école française, j'ai une reconnaissance envers cette école française. Et les auteurs que vous avez cités sont aussi mes auteurs. Hugo et consorts Montpassard, et Marie-Louise Fischer, et ainsi de suite, j'en passe. Birago Diop, qui a écrit Les morts qui ne sont pas morts, m'a inspiré. Et j'ai dit, le premier mort que j'ai vu, c'est mon fils unique. Je n'avais pas d'autre. Il avait 10 mois seulement. Alors j'ai dit, il y a des gens qui ne meurent pas. Ce sont des hommes et des femmes. Ils ne sont pas comme les autres âmes. Il y a des gens qui sont des mers et leurs vagues viennent s'étendre sur les berges sans s'assoupir. Il y a des gens qui, même après la mort, chantent dans les ports, dans les gares, dans les aéroports, leur mélodie tourbillonne dans tous les airs. Il y a des gens qui sont toujours en fleurs, dans le malheur comme dans le bonheur, parce que ce sont de jolis cœurs. C'est un extrait et je m'arrête là pour ne pas. Et je veux dire qu'on d'inspiration, parce que moi, l'inspiration, c'est une jouissance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, Diallo et après. Oui. D'accord. Oui, merci, Papa Louis. En fait, j'avais juste une question que je voudrais adresser quand même à vous, qui êtes panélistes, notamment. Quand je parle des panélistes, le modérateur n'y échappe pas. Je voudrais bien, en fait,
si vous avez une expérience d'un livre qui, en fait, en le lisant, que la lecture de ce texte soit jouissive. Et je pèse bien le mot. J'ai vécu cette expérience pendant mes années étudiantes avec le livre de Thierno Moneneko, le roi de Caen. Il y a un passage dans ce texte où Olivier de Sanderval échange avec la belle d'Alanda. Je me suis surpris en lisant ce texte à sauter du lit. Les mots le lire du temps. Et je voudrais bien en fait poser la question à ces brillants panélistes. Puis la parole. Vous l'aurez, monsieur. Je vous le garantis, monsieur Diallo. Merci, chers panélistes. Merci pour vos brillantes présentations. Moi, j'avais quelques questions pratiques. Je m'appelle Nofan Moué. Je suis professeur de philosophie au lycée. Si il y a République des lettres, comme le professeur Jané en a parlé ce matin, est-ce qu'on doit penser la réception comme un acte cosmopolite? Est-ce que la réception, elle doit être universelle? Ça, c'est une question que je lance particulièrement populaire qui doit tout à l'heure répondre à des interpellations. Voilà. L'autre question, c'est, parce qu'ici il y a des professeurs, notamment les professeurs de français, et dans ce contexte où la violence est très prégnante, dans ce contexte où les smartphones ont remplacé les livres, est-ce qu'on doit éduquer à la sensibilité artistique? Est-ce qu'on doit éduquer à la sensibilité littéraire? Est-ce qu'on doit éduquer à la capacité à jouir d'un texte littéraire? Et si on doit éduquer, comment faudrait-il s'y prendre? Ce sont des questions assez pratiques. Parce qu'on a des enseignants notamment qui sont ici. L'autre question, C'est la dernière. Il faut que je m'arrête. Est-ce qu'on peut parler d'identité littéraire? Est-ce qu'on peut parler d'identité littéraire? Et de la même manière, je fais une transposition. Est-ce qu'on peut parler d'une identité singulière chez l'homme? Si on ne peut pas parler d'identité singulière chez l'homme, parce qu'effectivement, l'identité peut être plurielle, l'identité peut être façonnée par plusieurs cultures. Est-ce qu'on peut, en ce sens-là, viser l'identité littéraire et dire qu'une forme littéraire qui ne correspond pas à un contexte social, à un contexte culturel, c'est irrecevable? Merci. Merci beaucoup.